Bonjour tout le monde, bienvenue à Vélozon. Donc vous allez voir, on va vous présenter le film Au Norvège, le voyage au Norvège. Camille Paul va vous présenter son voyage. Vous entendez pas? Là c'est mieux? Non, il va pas marcher. Je vais essayer de parler plus fort. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc, ici, bienvenue à Vélozon, donc Festival du voyage à vélo, 4e édition. C'est organisé par l'association Roue Libre. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une association de promotion du vélo dans tous les usages, à la fois quotidien et à la fois pour le voyage. C'est une association chambérienne qui serait ravie de vous accueillir pour compléter son équipe de bénévoles, de personnes impliquées. Alors, il y a à la fois des projets comme la vélo bricolade qui sert à apprendre aux gens à réparer leur vélo. Il y a une action auprès de la mairie, de la communauté d'agglomération pour essayer d'améliorer les aménagements cyclables. Puis il y a d'autres projets comme Vélozon. Donc si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. En haut, il y a un stand de roue libre sur lequel il y a toutes les infos. Notamment, vous pouvez vous inscrire à l'Assemblée Générale qui aura lieu le 3 mai. Voilà, donc n'hésitez pas à monter au stand, leur demander toutes les infos, voilà. Sinon, juste une autre chose à vous dire, c'est de penser à éteindre vos téléphones pour la projection. Après la projection, n'hésitez pas à aller vous rafraîchir. On a une buvette à la fois à l'intérieur, en haut, et à l'extérieur sur le parking, où il y a aussi des food trucks où vous pouvez manger. Voilà. Et avant de partir, laissez-nous votre avis sur le festival Vélozon. Il y a des enquêtes pas loin de la sortie. Ça nous aide à améliorer d'une édition sur l'autre. Voilà. Donc maintenant, il y aura la projection et Camille va vous présenter son voyage et ensuite vous pourrez lui poser des questions à la fin. Et ben voilà, c'est tout. C'est parti. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis très heureuse d'être là et vous aussi nombreux pour vous présenter donc mon voyage que j'ai réalisé il y a 2 ans, en automne-hiver 2016-2017. Et c'est simple, voilà, c'est au Norvège, donc je monte au nord en partant de chez moi. Et tout ça commence avec un vieux rêve. J'ai toujours voulu voir des aurores boréales et des orques sauvages. Depuis toute petite. Et à un moment, je me suis dit, bon, quand est-ce que je vais le faire? Donc, ça sera maintenant. Et le nouveau moyen, c'est le vélo. Parce que, en fait, j'avais jamais voyagé à vélo avant. C'est Prunelle qui est là et que je remercie, qui m'a initié 5 jours en Suisse, lors d'un petit tour de lac. Et ensuite, voilà, je me suis dit, bon, maintenant, je peux aller jusqu'en Norvège. Donc voilà la carte générale. Donc c'était 4 mois. J'avais 4 mois pour partir. J'ai laissé mes animaux à ma maman. Merci. Donc obligée de rentrer. Ce qui est donc voilà 2700 km à vélo, du train aussi. J'ai fait Genève-Bâle en train et Oslo jusqu'à Bodø en train aussi. J'expliquerai plus tard ces choix. Je suis restée sur place à peu près 1 mois et demi et j'ai fait du woofing pour rester au nord plus longtemps. Et je suis rentrée du coup en avion. Alors le woofing, oui c'est vrai. Le woofing c'est en fait on est bénévole dans des fermes, souvent bio mais pas toujours. On apprend et en échange on est nourri et hébergé. On travaille, on est 5 heures par jour, enfin moi c'était ça, 5 heures par jour dans la ferme. On est avec d'autres personnes qui font ça aussi. Et on apprend beaucoup sur... déjà travailler dans une ferme, moi j'avais jamais fait. Sur la culture, puisque du coup on est hébergé par des gens. Enfin voilà, c'est extrêmement riche. Et donc voilà, le retour en avion. La préparation. Oui, c'est vrai que c'est un peu clair. Vous arrivez à voir quand même? Oui. Voilà. C'est en 3, 2, 1, go. 3, c'est oser. Je crois que c'est la partie juste la plus importante. D'ailleurs, c'est un très bon titre pour ce forum. Donc, oser, la plupart du temps, ce qui nous bloque, c'est surtout tout ce qu'on se dit. Donc, il faut passer au-dessus, il faut se dire, maman, je me jette. Ok, je vais le faire. Ensuite, demander conseil, se renseigner. Et ici, c'est un très bon endroit pour faire ça. Donc, aussi, se demander, à quelle époque de l'année je vais voyager,
où est-ce que je vais passer, donc quel matériel je vais avoir besoin. Et moi, comme j'avais rien, c'était tout Prunel qui m'avait prêté le matériel pour mon initiation. J'ai dû aussi acheter le matériel. Mais bon, voilà. On se dit, on y va, on se renseigne, on achète ce qu'il faut, et on y va. J'avais très peur avant de partir, j'étais jamais partie en voyage seule, encore moins à vélo, donc j'avais beaucoup de peur. Mais le premier jour où j'ai commencé à pédaler, ça allait vachement mieux. Dès qu'on se met en mouvement, ça va. Le plus dur des fois, c'est de rester sur place. Voilà, du coup le vélo chargé, c'est un VTC que j'utilisais pour mes déplacements pour aller en ville, que j'ai équipé avec un porte-bagages avant. J'avais deux sacoches arrière et 2 sacoches avant, plus pas mal de matériel derrière. Alors ça, vous pouvez regarder, ça c'était une petite, on va dire, erreur du début. Et il y a aussi, j'ai mes grosses bouteilles de coca, elles sont pas restées longtemps avec moi, c'était des bouteilles de 2 litres, parce qu'en Allemagne, les bouteilles sont consignées, et quand j'étais dans une auberge de jeunesse, le vélo restait pendant une journée, et donc du coup, il y a les SDF qui se sont servis, et en échange, sur le muret, il y avait des noisettes. Je sais pas si c'était voulu ou pas, mais j'ai préféré les noisettes que les bouteilles, de toute façon. Donc voilà, très simple, le vélo. Depuis, j'ai changé, j'ai pris un guidon papillon, c'est quand même mieux. Et la selle aussi était très dure, c'était un peu pas forcément très confortable. Donc le début, c'est la traversée de l'Allemagne. Alors c'était quand même assez ça. Au début, le long du Rhin, beaucoup la photo de droite, et pas mal de traversées. C'est souvent des itinéraires séclables comme ça, pas sur des routes, sur des chemins qui sont pas forcément extrêmement lisses, mais bon, c'est beaucoup plus sympa que d'être au bord de la route. Et là, c'était le début du voyage. Je savais pas si j'y arriverais jusqu'en Norvège. Enfin, j'avais beaucoup de doutes. Et je me disais, bon, combien de kilomètres il faut que je fasse par jour? Là, j'en faisais à peu près 80 en moyenne. Et ouais, je traçais. Je me disais, bon, il faut que je monte. Heureusement, donc c'était très bien fléché, même quand il y a des déviations. L'Allemagne, pour ça, j'avais pas besoin de me poser de questions sur par où passer. C'est clair, c'est pas. Et du fait que j'allais très vite, j'ai commencé à avoir très mal un genou gauche. Chaque tour de pédale, ça me faisait mal. Et là, c'était dans la première semaine. Je me demandais si j'allais arriver, parce qu'au bout d'une semaine déjà, hyper mal à chaque tour de pédale, c'était un peu vraiment difficile. Donc voilà, les points roses, en fait, c'est les lieux où j'ai dormi. Donc toutes les 3, 4 nuits, 5 nuits, j'allais dans une auberge de jeunesse ou chez des autres warm showers. Le reste du temps, je bivouaquais. Donc voilà, le bivouac, là c'est un emplacement bivouac, je cherchais toujours à les trouver pas trop tard, enfin avant qu'il fasse nuit, et caché, parce que j'avais très peur de dormir toute seule dehors, surtout qu'en Allemagne je savais que c'était pas autorisé le bivouac sauvage. Enfin, c'était pas très clair, ça c'est jamais très clair s'il est autorisé ou pas. Et donc j'avais cette idée, voilà, il faut pas que les gens me voient, parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des gens mal intentionnés. Puis même, j'aime pas trop faire ce qui est interdit. Alors voilà, donc là c'était dans un champ, enfin dans un creux de champ, ça c'est assez bien. Et donc dès que j'arrivais, que j'avais trouvé l'endroit, je posais mon vélo, je posais le truc et je prenais du bois. Parce que je faisais un petit feu tous les soirs pour cuisiner. Mais pas tous les soirs, parce que les soirs où je trouvais que c'était trop exposé, si des gens pouvaient voir la lumière du feu ou de la fumée, je me disais non. Alors, des fois, j'ai pas beaucoup mangé le soir. Et voilà. Le feu, c'est quand même sympa, surtout quand on voyage seul et qu'on n'a pas forcément croisé beaucoup de monde pendant la journée, qu'on discute, mais 5 minutes comme ça. J'ai passé beaucoup de temps à regarder les flammes. Ça fait un peu femme de la préhistoire, avec son feu. Et voilà, je cuisinais, et ensuite je mettais tous mes gros bouts de bois que j'avais pas réussi à casser assez petits pour me faire de la lumière. Pour réchauffer aussi, c'est toujours agréable, puisque c'est quand même l'automne. Donc l'automne. Mais les feuilles sont encore sur les arbres pour l'instant. Ça, c'est en Allemagne. Une nuit, donc on voit, j'oubliais toujours de prendre une photo de ma tante avant de plier. Donc là, c'est après. On voit qu'il a plu du coup.
Et la pluie, la nuit, dans une forêt sur la toile, bon, avec le vent, ça fait pas mal de bruit. Donc, j'étais pas... Ça, c'était une mauvaise nuit. Enfin, c'est très beau l'endroit, mais j'avais pas très bien dormi. Parce que mes deux sortes de cauchemars que je faisais presque toutes les nuits, c'était qu'on venait me voler mon vélo ou qu'on venait me violer. Le pire étant, on venait voler mon vélo. Et je m'en suis rendu compte l'autre jour de pourquoi c'était pire qu'on vole le vélo. C'est parce que si on vole mon vélo, on vole ma liberté. Et ça, c'est vraiment... Donc, voilà, le matin, je plie les affaires et puis je continue. Et j'espère que la nuit prochaine, il n'y aura peut-être pas de pluie, pas de vent, que ça ira mieux. Et voilà, là, c'était quand je dormais bien. Dans les auberges de jeunesse, j'avais aussi tous mes habits, je m'étais séchée, j'avais de la ficelle et des pinces à linge, comme ça, toujours très pratique. Et les petits déjeuners, ça c'était vraiment bien. Parce que dans les auberges de jeunesse, là c'est en Allemagne, souvent il n'y a pas une cuisine partagée, il y a une sorte de restaurant, donc on ne peut pas cuisiner le soir. Une fois j'allais me coucher sans manger et je me disais mais ça sera festin, je mangerai 2 repas au buffet le lendemain matin. Et puis c'était aussi un moment pour rencontrer du monde. Dans les auberges de jeunesse de Francfort, dans un dortoir de 8 personnes, j'ai rencontré plein de gens différents, beaucoup d'étrangers en fait. Une fille aussi africaine qui était là dans la rue la plupart du temps, mais qui était là parce qu'elle devait subir une opération et qui avait un service qui avait payé des nuits en auberge de jeunesse. Donc souvent des échanges riches. Les paysages aussi sont beaux. J'ai beaucoup regardé le ciel. En automne, il y a souvent des nuages, mais il pleut pas tant qu'on croit. Quand on est dehors, on s'en rend compte. Donc là, c'est à Schleswig, dans le nord de l'Allemagne, au bord du lac. Et les forêts, là, ça commence à tourner un peu, il y a des feuilles mortes par terre. C'est aussi au nord de l'Allemagne et au sud du Danemark, c'est beaucoup de forêts de hêtres comme ça. Très belles à traverser, avec des grands arbres. Magnifique. Et donc j'arrive au Danemark. Et le Danemark, sa traversée, ça aurait été 1 semaine de traversée pour le Danemark. Et si je dois résumer en 3 mots, c'est vent, abri et solitude. En fait, là, ça se soit peut-être pas très bien, mais c'est un tunnel. C'est un tunnel, le chemin qui passe après un tunnel. Je l'ai dessiné, vous saurez mieux pourquoi. Quelque chose d'assez cool au Danemark, c'est que, en fait, il y a des abris partout. Ça, c'est la carte sur le site du ministère de l'Environnement, je crois, qui répertorie tous les endroits où on peut faire du camping avec sa tente, où on peut trouver ces sortes d'abris avec toiture végétalisée, tout en bois, ouvert sur un côté, et où on peut dormir soit en réservant à l'avance en été, soit en y allant, il n'y a personne en automne. Et certains sont gratuits, certains sont payants. Si c'est payant, il y a une petite boîte aux lettres, on va la sonner. Voilà. Donc j'ai dormi, je crois que j'ai pas monté la tente quand j'étais au Danemark. J'ai eu des abris tout le temps, ou des lotoirs de shower. Voilà un autre endroit. Ça paraît super, hein. Quand je suis arrivée, j'étais super contente. C'était une journée où j'avais pas beaucoup pédalé, j'ai fait 45 km. Et il y a des jours où on en fait plus et des jours où on en fait moins. Ouais. Et donc là, j'ai trouvé cet endroit, je me suis dit, ah mais c'est trop bien, il est super, il est énorme. Et il y avait même des toilettes sèches, c'est le petit bâtiment là, en triangle, et un stock de bois. Donc je me suis dit, bon, voilà, c'est royal. Sauf que du coup, en fait, le bois, il a l'air sec, mais il n'était pas du tout. Donc j'ai passé 2 heures à essayer de faire un feu avec ce bois. Bon, j'ai pas réussi à l'enflammer celui-là. Mais j'ai quand même, j'ai vraiment essayé longtemps. Ça m'a appris une belle leçon. Donc, des fois, il faut pas s'acharner, ça vaut pas le coup. J'ai du coup aussi, j'ai essayé d'allumer le feu, j'avais du gel pour les mains, du gel hydroalcoolique, j'ai essayé ça comme allume-feu sur des mouchoirs. Mais ça enflamme quand même pas les bûches. Hein. Ah voilà, et le tunnel. Ça, c'était parce que finalement, il y en a 2 des pires journées. Donc ça, c'en était une. C'est en repartant de cet abri que je vous ai montré juste avant, il y avait beaucoup de brouillard. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais donc tellement qu'en fait, j'avais des gouttes sur mes lunettes.
donc je voyais plus rien. Il avait fait très froid pendant la nuit, donc j'avais pas très bien dormi. En plus, j'avais fait quelque chose de pas très malin avec j'avais un tapis, enfin c'était pas un matelas gonflant, et j'avais mal refermé. Donc en fait, il s'est un peu dégonflé pendant la nuit, donc j'avais eu froid, assez froid. Et en fait, on voit que ce tunnel, il est super glissant, mais moi qui venais de l'autre côté, là c'est la sortie, j'ai pris la photo depuis la sortie. Je roulais pas trop vite, mais voilà, je suis tombée. C'était ma première chute et la seule vraie chute du voyage. Mais donc dans ce truc poisseux, dégueu, j'avais mis des habits, bon, c'était peut-être pas très malin, mais à essayer de mettre sécher des habits sur les sacoches. Bon, un jour de brouillard, voilà. Mais bon, c'est mon premier voyage avec et du coup, tout, enfin, ça fait serpillière, quoi. Donc, heureusement, j'avais quand même un autre pull, enfin, la veste en plume dans les sacoches, parce que sinon, j'allais devoir continuer en t-shirt, parce que c'était horrible. Plus loin, ce même jour, j'ai eu des problèmes avec mon système de chargeur de téléphone. J'avais une dynamo de moyeu avec un chargeur, et en fait, je pense avec l'humidité et le froid, mon téléphone, la batterie, c'est là qu'elle a dû commencer à lâcher. Et j'avais que ça comme GPS. Enfin, j'utilisais rien d'autre pour m'orienter. J'avais une carte de l'Europe, mais c'est pas la bonne échelle. Donc je me disais, mon Dieu, je vais être avec mes habits tout mouillés. Je vais plus savoir où je suis. Et puis je pourrais même pas appeler au secours parce que mon téléphone ne va pas marcher. Ouais. En plus, j'ai perdu un gant. Et en plus, mon téléphone aussi a décidé de saluer le sol sur plusieurs mètres, traîné par le fil. Enfin, c'était vraiment... Heureusement, il y a aussi des jours bien. Comme là, c'est traversée de forêt. J'aime vraiment beaucoup les forêts. C'est pour ça que je vous en mets pas mal de photos. Surtout qu'après, plus au nord, il n'y aura plus beaucoup d'arbres. Ça, c'est un paysage typique du Danemark. C'est beaucoup de champs vallonnés avec aussi beaucoup de haies et de bois. Des marais aussi. Très joli, très sympa à traverser en vélo. Enfin, oui, ça fait assez plaisir. Donc voilà la semaine au Danemark. Je suis passée par le centre, enfin plus par l'intérieur, parce qu'au Danemark, en fait, c'est un ancien chemin de pèlerinage. Et un ancien chemin de pèlerinage et le chemin des bœufs aussi, ça s'appelle le chemin des bœufs, Oxingvek, je crois. S'il y a des gens qui parlent danois, qui connaissent. Non. Ok. Alors, en fait, il y a longtemps, quand ils emmenaient la viande dans les villes, depuis les champs, ils l'emmenaient vivante. Et sur les chemins, ils devaient traverser des fois des ponts, parce qu'il y a beaucoup d'eau au Danemark, et les ponts étaient payants. Donc, ils prenaient la route du milieu, qui est celle où... c'est un peu la ligne de séparation des eaux. Donc, c'est là où il y aura le moins de cours d'eau à traverser. Et... c'est vrai, j'ai pas traversé beaucoup de zones. C'est aussi donc un chemin qui a été beaucoup... c'est très culturel. Enfin, c'est un chemin où il y a eu des vikings qui sont passés, donc il y a beaucoup d'histoires. Moi, je me suis pas trop arrêtée à ça, mais j'aimerais bien y retourner pour. Mais j'étais tellement pressée d'arriver en Norvège que j'ai tracé. Et voilà le départ, sur le ferry. Et après ma chute dans le tunnel, c'est la deuxième frayeur que j'ai eue. Je suis montée tout en haut du ferry, un ferry de 12 étages qui fait Frederikshavn, je crois que c'est comme ça qu'on va prononcer le nom de la ville de laquelle je suis partie, jusqu'à Oslo. Donc je monte tout en haut, tout excitée, je me dis, ça y est, dans 9 heures, je serai en Norvège, j'aurai au moins réussi ça. Et en haut, il y avait un ami, enfin deux gars, dont un très très collant, qui n'arrêtait pas d'essayer de m'inviter dans sa cabine pour aller boire des coups avec lui. Je lui disais non, je reculais d'un pas, il s'avançait. Enfin, on n'était que les trois en haut. Son pote qui lui disait allez, viens, on redescend. Mais lui qui avait pas trop envie de redescendre, je me suis dit oula, mais bon, ok. Heureusement, après il est redescendu, il a compris que voilà. Et moi, j'avais pas pris de cabine parce que ça coûtait aussi cher que la traversée. Et je m'étais dit non, c'est 9 heures en journée, j'ai pas besoin de cabine. Mais c'était pareil, je savais pas trop où aller du coup pour être tranquille. Bon, je me suis retrouvée à la cafétéria et après au restaurant. Et oui, parce qu'en fait, en Norvège, l'alcool est cher et il y a beaucoup de taxes.
Donc il y a beaucoup de Norvégiens, surtout d'Oslo, des jeunes, ils prennent le ferry pour le week-end, ils vont boire au Danemark et ensuite ils prennent le ferry pour rentrer, ils continuent de boire avec leur stock. Donc c'est une ambiance particulière sur ce ferry, suivant les jours où on prend, je pense. Et voilà, Oslo, la Norvège. Bonjour, a survécu. C'est bon. Donc là, c'est une vue depuis un parc. On voit le barcode, qui sont des bâtiments d'architectes. C'est le quartier des affaires de Oslo. Et à Oslo, j'ai passé 3 jours chez 2 hôtes warm showers différents. C'était un moment pour me demander qu'est-ce que je faisais de la suite. Vous avez vu, dans la préparation, il n'y avait pas grand-chose. La préparation, c'est on ose, on se renseigne un petit peu, on achète le matériel et je pars. Donc, c'était pas très précis sur par où je vais passer, comment, sachant que, puisque je veux voir les aurores boréales et les orques, il faut que j'arrive à la bonne période. C'est-à-dire, il faut qu'en décembre, je sois là-bas, et il va faire nuit. Il va faire nuit parce qu'il y aura la nuit polaire. Donc, c'est là que je décide de prendre un train, sur les conseils des personnes qui vivaient à Oslo, qui m'ont hébergé, pour arriver dans les Lofoten. Ils m'ont dit, oui, les Lofoten, il faut vraiment y aller, c'est beau. Vas-y avant qu'il fasse complètement nuit. Donc, au bout de 3 jours, je prends mon billet de train, j'y vais. Voilà, donc ça représente ça. C'est une énorme traversée, hein. C'est plus de 1000 km de Oslo à Bodø en train. À Bodø, je prends le ferry pour arriver à Moskenes, dans les Lofoten. Et ça, c'était le premier matin dans les Lofoten. Après l'arrivée, galère, il neigeait, il pleuvait, il faisait nuit, je voyais rien. Donc, c'est le chemin pour passer à vélo, là. Donc, je me suis arrêtée dès que j'ai trouvé un endroit à peu près plat où je pouvais mettre la tente. Et c'était chouette, je sors de la tente, il y a ces lumières magnifiques. Je regarde au-dessus de moi et puis il y avait un aigle. Voilà le premier jour où je pédale dans les Lofoten. Donc, c'est à peu près, c'est 1 mois et 1 jour après mon départ. Donc, plutôt, j'étais contente. Et c'était beau, ouais. Des montagnes, c'est les montagnes qui sortent de l'eau, là-bas. Avec la luminosité toujours particulière au nord, puisque le soleil est assez rasant. Et c'est aussi ce premier jour de pédalage en Norvège, voyage solitaire jusqu'ici, où j'ai rencontré Patrick, qui était sur son vélo. Je m'étais arrêtée pour manger, un peu écartée de la route, et là je vois quelqu'un avec des sacoches et son vélo qui va dans la même direction que moi. J'en avais pas croisé des gens. Les gens que j'avais croisés avec des sacoches, ils descendaient. Et là je vois ça, je me dis, oh, bon, j'étais en train de manger quand même, donc je finis de manger. Et je me dis, peut-être ça se trouve il rentrait chez lui, il vient de rentrer de voyage. Puis je continue ma route tranquillement jusqu'à ce que je le rattrape, parce que Patrick il s'arrêtait beaucoup pour prendre des photos. Et moi j'étais encore en mode, bon, maintenant il faut quand même que j'atteigne les fjords où il y aura les orques. Et c'était une rencontre vraiment où j'ai appris énormément, parce que il en était à son 7e voyage à vélo en Scandinavie. Il part à chaque fois pour 6 mois, de juin jusqu'à le 20 décembre, de chez lui, il prend l'avion jusqu'à un endroit, puis souvent il monte toujours au nord. Donc il connaissait extrêmement bien les endroits, il connaissait beaucoup de gens chez qui on est passé, et puis il m'a appris des trucs tout bêtes, que vous connaissez sûrement aussi, mais que je ne connaissais pas encore. Comme là, c'est la première nuit que j'ai passée avec Patrick dans les Lofoten. C'est la plage de Auckland, pas très loin de Leknes. Le lendemain, donc ce matin-là, je me suis rendu compte qu'en fait c'est interdit qu'on était là-bas. Mais comme on est arrivé de nuit, on n'a pas vu les panneaux. Et Patrick devait le savoir, mais lui ça m'a moins dérangé de faire des choses autrement. Alors, c'était très beau. Et quand il m'a vu monter ma tente, il m'a dit, mais elles sont tes ficelles, elles sont tes haubans. Je suis non, je les ai enlevées parce qu'ils m'embêtaient, parce que je dormais que dans des forêts, il n'y avait pas de vent terrible. Et il me dit, non, tu devrais les mettre tout de suite. Je fais, mais il n'y a pas de... Tu les mets tout de suite. Donc je les ai mis, et oui, en Norvège, on ne sait jamais quand est-ce que le vent va se mettre à souffler, à quelle vitesse. Donc c'était premier renseignement extrêmement utile.
Et puis il commence à faire froid, même si là, on dirait que c'est la plage, il fait beau, il fait quand même un peu froid. Voilà, ça c'est le même matin sur la plage de Auckland, toujours. Voilà. Il n'y a pas encore de neige, mais il y a l'humidité qui fait du givre sur l'herbe. Même s'il fait beau, l'air est frais. Voilà, pour donner une idée de celle 10 novembre, aussi le soleil va bientôt à 10h30, c'est la luminosité un peu maximale qu'il y aura pendant la journée, il n'y aura pas plus. Il y a aussi ces gros trucs de glace qui coulent sur les cailloux, quoi. De l'eau qui a gelé. J'adorais voir ces trucs-là. Patrick, dès qu'il les voyait, parce que Patrick roulait toujours devant, c'était un voyageur solitaire qui avait peu l'habitude, qui avait jamais voyagé avec quelqu'un d'autre. C'était une sorte de miracle que j'ai eu le droit de suivre, mais que j'avais juste le droit de suivre. Et, donc dès qu'il voyait ça, il disait oh là là, tu vas être contente, il y a des glaçons. Alors je m'arrêtais pour des photos de glaçons. Ouais, je trouvais ça magnifique. Et ça, voilà, c'est que quand il fait froid, c'est bien de se réchauffer. Quand on a fait le vélo, on a froid aux pieds parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de sang qui a circulé. Enfin, on a facilement froid aux extrémités. Donc, une des choses qui était super, c'est qu'en fait, le soir, une fois qu'on allait monter la tente, on allait manger, on allait marcher sur la route tout simplement, hein, mais juste marcher pour se réchauffer. Et comme il disait lui, c'était super pour regarder les aurores boréales. J'ai pas pris de photos parce que la seule chose que j'avais pour mon trajet et pour tout faire, c'était mon téléphone. Donc, on peut pas prendre des photos d'aurore. Enfin, j'ai pas réussi avec mon téléphone. Donc, c'est le dessin que j'ai fait le lendemain de les avoir vus la première fois dans le sable de la plage. Si vous n'avez pas vu d'aurore boréale et que vous avez vu des photos, il faut savoir qu'en vrai, c'est beaucoup moins coloré. Parce que l'appareil photo, on fait une pause longue pour pouvoir prendre la photo. Donc, ça prend beaucoup plus de couleurs. C'est beaucoup plus intense sur une photo qu'en vrai. Mais en vrai, ça prend tout le ciel au-dessus de vous, et puis ça bouge. Donc, ça reste quelque chose qu'il faut aller voir si vous avez envie d'en voir. C'est pour ça que je ne vous montre pas de photos. Voilà. Donc pendant 2 semaines, j'ai suivi Patrick, qui allait aussi jusqu'à Tromsø. Et il s'arrêtait pour prendre ses photos, et il avait une veste beaucoup plus épaisse que la mienne, donc moi, dès que je m'arrêtais, j'avais extrêmement froid. Ouais. Et surtout, après avoir voyagé aussi, moi, seule, d'être avec quelqu'un, c'était un changement de rythme particulier. Il faisait moins de kilomètres que moi, mais c'était bien, parce que moi, j'étais encore un peu trop en mode, bon, je trace, parce que j'ai toujours envie de voir ces orques. J'ai déjà vu les aurores, c'est bien. Mais donc, c'était aussi intéressant, mais extrêmement difficile. Souvent, je me disais, bon, j'en ai marre de suivre, je vais lui dire, bon, c'était sympa, tu vas prendre ce mot aussi, je passe devant. Et puis, voilà. Mais j'ai quand même continué, et je pense que c'était la bonne chose à faire. Parce que arrivé à Tromsø, on a eu quelques jours où Patrick, il allait reprendre un avion pour rentrer chez lui. Et moi, j'étais enfin arrivée à ma destination où je pourrais aller voir les orques. Et là, Patrick connaissait Kjetil, professeur à l'université de Tromsø, qui adore aller pêcher dans les fjords avec son petit bateau et qui était extrêmement heureux de nous emmener. Et qui avait en plus une cabane qui nous a prêté, où il n'y avait pas d'eau ni d'électricité, mais ce qui est super, c'est qu'en Norvège du Nord, en tout cas, on peut boire l'eau des rivières sans souci, elle n'est pas polluée, et on peut s'éclairer à la bougie, et puis ça va bien, hein, quand on a déjà fait tout ça de vélo, on n'a pas besoin. Donc voilà, Tromsø. Tromsø, c'est une île, il y a beaucoup de ces ponts. J'ai pas montré, mais toujours dans les Lofoten aussi, il y a beaucoup de ces ponts. On a l'impression que c'est un petit col à chaque fois à vélo. Et là, dans 10 jours, le soleil va plus se lever. Et c'est les jolies lumières encore sur les nuages. Et ça, c'est un fjord où j'ai été souvent. On voit. Ça, c'est bien la mer, hein, c'est bien un fjord. Voilà. Ça aussi, c'est depuis le bateau de Kjetil. Peut-être la dernière fois où j'ai vu les rayons du soleil avant qu'ils se couchent. Et voilà, donc les orques. Ça, c'est un petit bateau. C'est petit, hein, c'est pour 3 personnes. Et
là, on s'était fait un peu avoir par les vagues, on a dû beaucoup écoper. Les orques, elles y sont pas forcément toutes les années, elles vont dans les fjords pour chasser les harengs. Et si elles sont là, c'est assez chouette. Donc voilà la vidéo. On voit, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a des oiseaux dans le ciel. Et il y a les bateaux de pêche au fond. Puisque du coup, les pêcheurs et les oiseaux et les orques sont tous là pendant le rêve. Voilà. Alors, la première fois que je les ai vus, il y en avait partout. Encore une fois, c'est mon téléphone, hein, puis j'étais la plupart du temps en train de les regarder plutôt que de les prendre en photo ou de les filmer. Mais je pense que c'était vraiment un jour de ma vie magnifique. Enfin, en fait, j'avais jamais, même dans mes rêves, imaginé que ça pourrait être comme ça. Parce que moi, je me disais, bon, je monte en vélo jusque là-bas, je payerai un bateau de touristes extrêmement cher, où on sera comme des sardines sur un bateau. Il y aura quelqu'un qui nous dira, voilà, les orques. Et puis, au bout de 2 heures, ça sera fini. Mais avec Chétil, du coup, on a passé des journées entières sur le bateau, à s'arrêter, à pêcher, à être avec les orques, comme si, finalement, comme si on était ici avec les pigeons en ville, en fait. Donc, c'était vraiment, ouais, magnifique. Je sais pas si c'est une chance, mais j'ai aussi pu voir une orque de très très près. C'est une orque qui s'est échouée après avoir eu un accident de pêche. Elle s'est prise dans un filet et elle est morte noyée. C'est des accidents très rares, mais qui arrivent encore. Et en fait, là, on voit, il y avait un photographe naturaliste qui avait mis son appareil photo avec un détecteur. Lui, il voulait avoir des aigles qui viennent se nourrir dessus. Et en fait, là, c'est pas très grand. C'était pas une très grande orque, celle-là. Je dirais que pour la taille, en longueur, elle était du vélo jusqu'à moi. C'était une petite celle. C'est le dessin que j'ai fait, éclairé par une bougie, le soir du jour où j'ai vu les orques pour la première fois, pour rendre compte un peu de ce que c'était. Puis j'avais pas de photo, mais c'est cette idée de coucher de soleil orangé dans le ciel, les reflets sur l'eau calme et une orque qui passe. Voilà, ça c'est après, donc j'ai fait le woofing, je suis restée dans les fermes. Et là, c'est un jour, ça c'était un jour où j'ai fait les 60 km pour retourner, pour changer de ferme. Un jour où il faisait beau. Le soleil, là, c'est encore ce qu'on appelle la nuit polaire. La nuit polaire, ça veut pas dire qu'il fait nuit tout le temps. Ça veut juste dire que le soleil ne se lève pas au-dessus de l'horizon. Et là, c'était pas loin c'était mi-janvier. Il allait bientôt réapparaître. Donc c'est quand même assez lumineux, surtout quand il y a de la neige. Les Norvégiens, quand il n'y a pas de neige et qu'il fait nuit, là, ils dépriment encore plus que d'habitude. Parce qu'il n'y a aucune neige pour refléter le peu de luminosité qui est. Et ici, c'est l'autre photo là. Je crois que c'est le jour d'avant que le soleil se relève à Toulouse. Il y avait eu beaucoup de vent et la neige avait recouvert la route. Voilà. Donc là, c'est la fin du voyage. Et je ne vous ai pas parlé de temps où je n'ai pas voyagé, où je suis restée dans les fermes. Et donc rentrer, du coup, comme je suis restée plus longtemps dans le nord, plutôt que de redescendre tout de suite, je suis rentrée en avion. Et ça a été un choix difficile à prendre, mais qui s'est fait, la question a commencé à émerger déjà quand j'étais en Allemagne, où une haute Warmschauer m'avait dit, mais tu sais, même si t'as pas envie de prendre l'avion, réfléchis-y vraiment, est-ce que c'est si horrible de rentrer en avion alors c'est un voyage à vélo? Tu pourras rester 2 mois de plus sur place. Bon, donc j'ai continué à pédaler en ayant cette idée, et après j'ai décidé, oui, que j'allais rester plus longtemps en haut. Faire rentrer était difficile en avion. Là, c'est une photo de dégivrage des ailes.
parce qu'elles étaient gelées, donc ils doivent mettre un produit spécial. On rentre en 6 heures, je crois, 6 heures d'avion. Après tout ça, j'ai passé 4 heures à pleurer. Voilà. Ce que je vous avais pas dit, c'est qu'avec moi aussi, j'avais 1000 grues pliées, que j'avais pliées, et qui étaient avec moi en voyage. Alors, elle faisait une migration vers le nord en hiver. Et j'ai beaucoup entendu les oies et les grues qui descendaient dans le sud pendant que je montais, surtout en Allemagne et au Danemark, en ayant toutes celles-ci avec moi. Il y en a à peu près 200 qui sont rentrées avec moi. Toutes les autres ont été offertes aux gens que j'ai croisés sur mon chemin, les personnes qui m'ont hébergée ou avec qui j'ai eu des échanges. Et je trouvais que c'était un très bon moyen de les disperser, je sais pas. Parce que la méthode japonaise, les Japonais les mettent sur des longues files et les conservent à l'extérieur jusqu'à ce qu'elles se compostent. Mais quand je les ai pliées, les 1000 là, je savais pas quoi en faire jusqu'à ce que je décide de partir en voyage et où là, ça me semblait extrêmement logique et obligatoire qu'elles viennent toutes avec moi et qu'elles ne rentrent pas toutes aussi. Mais ça, c'est aussi pour dire que vous pouvez tous les jours faire quelque chose pour arriver vers quelque chose de grand. Parce qu'on dit 1000 grues. Oh mon Dieu, mais 1000 grues en combien de temps combien par jour, etc. Bah là, c'était 6 par jour pendant 6 mois. En 6 par jour pendant 6 mois, on en fait 1000. Donc tous les jours, on peut faire une petite chose qui nous emmènera vers quelque chose de, à la fin, impressionnant peut-être. Enfin, moi, je me suis auto-impressionnée. Je me suis dit déjà, 6 par jour pendant 6 mois, je vais pas jamais y arriver. Mais bon, c'est que 6 par jour, donc ça va. Et voilà, donc celles que j'ai laissées, avec des mots, ou abandonnées. Les toutes premières. Ça, c'est les toutes premières que j'ai laissées. C'était juste sur un banc devant l'auberge de jeunesse à Karlsruhe. Comme ça. Je sais pas du coup si quelqu'un les a prises, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est celles qui sont rentrées avec moi. Je disais souvent 1000 ailes et un vélo, mais en fait c'est 2000 puisque c'est des paires d'ailes. Mais bon, voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour... qu'allez-vous faire pour réaliser vos rêves? Si c'est 6 grues par jour pendant 6 mois, est-ce que c'est oser dire je pars dans 2 semaines? Qu'est-ce que vous allez faire pour vos rêves? Voilà. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Vous avez sûrement des questions à poser. Si vous en avez pas, moi je commence. Ah, il y en a une là. Merci. La Norvège, c'est un pays qui me donne pas mal envie. C'est vrai qu'on a toujours été bloqué par la peur de la nuit. Et donc là, tu dis qu'il y a plus de... Enfin, finalement, en fait, c'est quand même une ligne face. Il y a quand même la lumière qui permet. Il y a combien d'heures de jour? Enfin, parce que, évidemment, toi, t'as pas trop voyagé pendant ces temps-là, mais est-ce que c'est envisageable de voyager pendant l'hiver ou l'automne en Norvège? Alors oui, si on n'a pas peur de rouler de nuit. Mais rouler de nuit, c'est assez plaisant aussi. Mais c'est différent, on verra moins les paysages qu'on traverse. Finalement, c'est peut-être pas plus la nuit qui est dérangeante, c'est les conditions météo. Enfin, je veux dire, personne n'a envie de pédaler sous le blizzard pendant plusieurs jours, ou la neige et le froid. Enfin, on peut. Mais avec la nuit en plus, c'est peut-être... c'est plus difficile, mais moi j'aime bien rouler de nuit. Hein. Voilà. Et pour les températures, aussi le fait de glisser sur la neige à vélo, c'est pas trop... Quand on a un vélo chargé sur la neige, ça semble un peu effrayant. Oui, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. J'ai dû changer mes roues, j'ai mis des pneus clous
J'ai mis des pneus clous quand j'étais dans les Lofoten parce que justement, comme les routes, comme là on voit, les routes, en fait, ils les déneigent pas. Ils aplatissent un peu la neige, les gens roulent dessus. Donc ça glisse. Moi je trouve qu'un vélo chargé est toujours plus stable. Je sais pas, ouais, ça a été, j'avais aussi des cale-pieds. Donc moins la tendance à enlever mon pied dès que ça part de côté. Et je pense que ça aide pour garder l'équilibre. Que c'est important d'essayer de rattraper son vélo comme ça. Voilà. Mes pneus clous, j'ai dû en mettre parce qu'il y a aussi des fois où s'il y a beaucoup de vent, la route, elle peut être polie par la neige qui est soufflée. Et on dirait de la neige, mais c'est comme aussi glissant et aussi dur que de la glace. Donc les pneus clous sont obligatoires dans ce cas. Ou peut-être, je sais pas, moi j'ai jamais essayé, mais un fat bike avec des roues extrêmement grosses, peut-être ça peut tenir, mais sur de la glace, c'est pas possible. Non, mais il y avait des voitures. Oui, il y avait des voitures, mais en Norvège du Nord et dans la Norvège en général, il n'y a pas beaucoup de population. Encore moins quand on monte au nord. Donc, j'ai pas eu de problème avec la circulation, sauf éventuellement des fois de nuit près des grandes villes. Mais souvent, même en Norvège du Nord, il y a quand même des sortes d'aménagements cyclables et des voies, des pistes cyclables sur le côté de la route vers les villes. Mais c'est important d'être visible, d'avoir des gilets jaunes, des trucs réfléchissants sur le vélo quand on roule de nuit. Ouais. Éclairage, moi j'avais on voit un peu qu'il brille un phare branché sur la dynamo de Moyeux. Bon, je crois qu'il faisait 80 lumens, mais c'était largement suffisant pour moi. Puis oui, le phare rouge derrière, bien sûr. Les oiseaux en Norvège, à part les aigles, j'ai pas vu. J'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu une hermine aussi. Mais bon, les hermines, on peut les voir ici aussi, mais c'est curieux, c'est très curieux comme animal. Donc, c'était une hermine, je crois qu'elle nous a plus regardé, nous, que nous, on a regardé. Ouais. Il n'y a pas de moustiques, ouais, il n'y a pas de moustiques. Les moustiques, ils sortent que quand il y a beaucoup de monde. Et c'est quoi le prochain rêve alors? Merci d'avoir posé la question parce que je me la pose aussi. Donc, j'ai pas de réponse pour l'instant. Ça fait 2 ans, ouais. Ouais, c'est vrai. Rentrer, après, c'est dur. Déjà, avoir les 6 heures en avion. Mais après aussi. Lionel se demandait pourquoi tu avais pleuré pourquoi j'ai pleuré dans l'avion en rentrant. Je crois que c'était la fin de quelque chose. L'aventure comme j'avais jamais vécu. Et ça me rendait triste de me dire que c'était fini. Si rapidement. Parce que tu vois, j'ai traversé, tout ça m'a pris du temps pour arriver. Il y a vraiment le temps, surtout quand on est tout seul sur son vélo, pour avoir toutes les choses, les idées, et rentrer en 6 heures, j'ai pas eu le temps vraiment de. Donc, comme ça pouvait pas se passer tranquillement, il fallait que ça sorte par les yeux, en quelque sorte. Oui, je voulais vous demander, les abris au Danemark où on peut dormir, ils sont accessibles à vélo, à pied, mais pas en voiture. Ah oui, alors à pied. Après, ils sont généralement pas loin des routes. Hein. Ils sont pas loin des routes. Donc c'est vrai que du coup, comme j'étais à vélo, j'ai pas trop regardé, mais je pense qu'il y a des gens je pense que des Danois prennent aussi leur voiture pour aller dormir dehors. D'accord. Parce que oui, dans le style, c'est on peut y aller en grand groupe, se faire des barbecues le soir, et puis voilà. Donc oui. Par quel biais tu as trouvé l'itinéraire, notamment en Danemark? Pour l'itinéraire, donc dans la préparation, se renseigner, j'ai regardé sur internet des grands itinéraires Eurovélo, s'il y en avait. Donc je crois que j'ai fait un bout d'Eurovélo 3. Mais après, en fait, c'est un peu sur place aussi. Quand je vois qu'il y a un grand... Je me suis beaucoup renseignée, c'est beaucoup étape par étape, construit au fil du voyage. Donc j'avais vu les grandes lignes, j'avais vu que je pouvais monter plus ou moins tout droit et j'ai trouvé les... Par exemple, là, justement, cette route au Danemark, je l'avais pas vue avant de partir. C'est qu'en fait, j'étais dessus. Ouais. C'est une piste cyclable ou c'est un itinéraire? C'est un itinéraire vélo, parce qu'il n'y a pas vraiment de piste cyclable, mais c'est beaucoup de routes de terre. Il y a aussi des passages, routes
cailloux tassés, voilà. Mais c'est aussi une route qu'on peut faire à pied. Enfin, il y a peut-être plusieurs routes, mais il y a aussi pour les gens qui sont à pied, c'est beau au Danemark. Ça répond? Oui. Et c'est la voiture. Non, non, il n'y avait pas. Non, il n'y a pas de voiture. Oui, c'est vrai que dans la traversée de l'Allemagne et du Danemark, j'ai souvent été sur des routes où il n'y avait pas, ou alors sur des courts morceaux où il y avait des voitures. Il y avait beaucoup pas de voitures. Tu vas avoir un bon équipement quand même pour notamment contre le froid. Oui. Toi, t'as pas énormément de bagages sur ton vélo. Oui, j'avais. Des duvets, Je pense que j'avais 20 kilos de matériel et 5 kilos de eau, nourriture, voilà. Donc, j'ai un sac de couchage en duvet pour moins 9. Parce qu'en fait, voilà, par rapport aux températures, comme j'étais toujours le long de la côte, il y a le Gulf Stream qui arrive encore jusque là et qui est hyper influent. Donc, le plus froid qui est à Troms, c'était moins 18. Donc, c'est pas les moins 30 et moins 40 de l'intérieur des terres. C'est des froids comme on a ici, en plus, mais enfin voilà. Donc, et j'avais pris une tente 4 saisons. Ça, j'ai dû prendre une tente 4 saisons. Surtout que c'était une grande peur que j'avais avant le départ, c'était que j'avais pas envie de mourir gelée. Parce que, je veux dire, j'ai pas peur, enfin, peut-être que j'ai peur d'avoir froid. J'avais assez peur d'avoir froid, mais ouais. Donc j'avais un sac en plume et j'avais un sac à viande en polaire. Mais j'ai eu froid des fois quand même, parce que moins 9, il y a eu des fois où il faisait moins 10, donc c'est la limite, on ne dort pas toujours très bien dans le froid. Mais bon. Après mon tapis, enfin mon matelas, c'était aussi un truc qu'on pouvait gonfler avec des plumes dedans. Enfin un très isolant. Je pense que ça c'est peut-être la partie la plus importante, c'est de s'isoler du sol. Après bien sûr le sac de couchage aussi, mais il faut vraiment bien s'isoler du sol. J'avais pris un matelas pour ça. Ouais. Mais après, bon, au final, oui, le sac de couchage, il prend plus de place que le sac de couchage d'été, bien sûr, mais les plumes, c'est assez compressible. Donc, ça va. Après, pour l'habillement, c'est enfin, on empile les couches, pas de coton. J'avais des t-shirts en coton quand même quand je suis partie. Je les ai vite abandonnés. Et la laine, du synthétique, c'est tout. Et des plumes. Tu disais que au début, ta première étape, c'était d'oser. Tu avais plein de questions. Tu as trouvé la réponse. Oui, bah, oser et les questions et tout ce qu'on se dit, en fait, ça, on se rend compte que dès que je suis partie, en fait, ces questions n'avaient plus de sens. C'est simplement comme ça, c'est balayer les questions, mais plus besoin des réponses. Ouais. Prendre le train avec un vélo en Norvège, c'est facile. Là, c'était très facile. J'ai acheté le billet sur Internet, j'ai payé par PayPal. Je me rappelle plus. Je crois qu'il y avait un tarif passager plus vélo. Le vélo, ils m'ont dit, bon, vous mettez là. C'était un peu une partie stockage, voilà, comme ça. Et ouais, sans souci. Mais c'était aussi, il y avait personne dans le train. Hein. Enfin, c'est une période où il n'y a pas beaucoup de monde, donc peut-être c'est plus facile. En tout cas, pas de souci, mais il faut vite. Et dans l'avion, vélo? Ah oui, alors le vélo, je suis rentrée avec la compagnie Norwegian et le billet il y avait un billet spécial pour le vélo. J'ai eu la chance de pouvoir le donner quasiment comme ça. Sans le plier. Ouais. Alors maintenant, je crois que c'est plus possible parce que je me suis renseignée, mais c'était il y a 2 ans. Après, c'était au petit aéroport, enfin petit, mais assez petit aéroport de Troms. Ils l'ont pris comme ça. Je crois que j'avais juste dû tourner le guidon pour le mettre dans l'axe. C'est tout. Quand je l'ai récupéré, il avait déraillé. Et il y avait un truc qui s'était détaché puisque du coup, il était, voilà, mis dans la soupe comme ça, manutentionné. À Genève? À Genève. Ouais. Ouais, ça. C'était pas direct. Les vols internationaux partent jamais de Troms. Il faut passer par Oslo et il faut changer d'avion. Oui. Ouais, c'est une question par rapport au dénivelé dans les îles Lofoten. En fait, de mon souvenir,
ça ondulait beaucoup, c'est le long de la côte beaucoup, mais ça monte et ça descend un peu toujours. C'est jamais des pentes trop raides, mais voilà. Après, on est passé par Arstadt et à un moment, là, il faut vraiment monter un col et descendre. Il y en a eu plusieurs, des comme ça, mais c'est pas, c'est moins terrible qu'ici, hein. Là-bas. Enfin, voilà. En termes de nourriture, tu étais autonome? Non, j'étais pas, enfin, je sais pas ce que, enfin, j'achetais de la nourriture dans les magasins et je cuisinais. Avec, du coup, d'abord mon réchaud à bois, et ensuite j'ai dû changer, puisque du coup, il y avait plus trop de bois, donc, suivant les conditions, c'est pas évident. Donc après, j'ai acheté un réchaud à gaz, voilà. Mais je cuisinais le soir. Oui, j'achetais pour le petit déjeuner, je mangeais souvent du muesli, et beaucoup des pommes quand j'étais au Danemark et en Allemagne. S'il y en avait partout au bord des chemins, ça c'était super. Plein de pommes, toutes différentes, toutes excellentes. C'était magnifique. Et oui, je mangeais beaucoup de pâtes et de riz le soir. Voilà. En haut, tu arrivais à trouver des traitements sans problème? Alors après, comme j'étais avec Patrick qui connaissait tout bien les magasins, tout bien les routes, combien de jours, donc là je me suis un peu laissée porter. Mais oui, quand on est au nord, là, il faut faire attention parce que, bon, même si on a vélo, les magasins sont peut-être espacés, des fois de 50 km. Même un endroit juste pour acheter, n'importe quel boutique, quoi. Juste pour acheter, oui, un peu de pain et du poisson. Donc là-bas, après, je mangeais du riz et du poisson en boîte. J'aimais bien manger ça. Et le woofing, vous avez trouvé sur place ou avant de partir? Le woofing, du coup, c'était en cours de voyage. En fait, j'ai fait uniquement, quand j'étais à Oslo et que j'y étais 3 jours, là, j'ai créé mon compte. Pour le woofing, on prend un abonnement pour 1 an dans le pays dans lequel on fait. Et donc, je l'ai fait à ce moment-là. J'ai contacté plusieurs fermes avec des propositions de dates. Et puis après, voilà. Il y en avait, je crois que j'en ai contacté 6. Et puis, j'ai pu aller à 2 endroits différents, dans 2 fermes. Ça jouait pour les dates. J'ai eu la chance de pouvoir être hébergée dans cet abri qu'avait Chétil et pendant 2 semaines, je crois que je suis restée dans sa cabane. Donc pendant 2 semaines, j'ai pu aller tous les 3 jours voir les orques. Et ça, c'était pas prévu, mais ça tombait nickel. Enfin, voilà. Oui, pourquoi les orques? Pourquoi les orques? C'est pas les baleines? Les baleines? Oui, bon, les orques, c'est les baleines. Hein. Oui, mais pourquoi les orques? Oui, les orques. Parce que quand j'étais petite, dans ma chambre, ma mère pourra dire, il y avait plein de photos de tigres et d'orques. Voilà, pour ça, c'est juste ça. Mais moi-même, je sais pas pourquoi. Oui. Si c'est pas indiscret, est-ce que tu es en contact avec Oui. On s'envoie des messages de temps en temps. Il a refait un voyage, il a refait ses 6 mois en Scandinavie à vélo. Oui. Et oui, c'est des personnes, je suis restée en contact, oui. Et oui, parce que c'est fou, comme quand on est en voyage, les amitiés peuvent se tisser vite et être les conversations ou le temps d'échange extrêmement profond. Enfin, c'est des amitiés très particulières. Avec les gens des fermes, oui, il y en a certains avec qui je suis toujours en contact aussi, grâce à Internet. Hein. Ouais. Vous avez parlé en hébergement des warm showers. Ça fonctionne comment? Oui, c'est vrai, j'ai oublié d'expliquer Warm Shower. En fait, oui, il y a un stand, Warm Shower, c'est un réseau d'hébergement entre cyclotouristes. Il y a des gens qui disent je peux vous héberger, il y a des gens qui voyagent qui disent je peux venir chez vous, et puis ça se fait. Et du coup, ça peut se faire au fil du temps? Ça peut se faire au fil du temps, oui. En fait, ça dépend, il y a des gens qui préfèrent être prévenus en avance, il y en a d'autres, ça peut être 3 jours avant. Mais c'est vrai que dans mon voyage, c'était toujours quelque chose, il fallait que je sache où j'allais être. Puisque quand je contacte les personnes, il faut que je leur dise j'arrive dans 5 jours ou dans 2. Donc il fallait que je... Donc il y a eu des journées difficiles. Il y a eu un jour où j'ai été obligée de faire 100 km parce que je m'étais un petit peu ratée. Et en plus, c'était la seule partie de l'Allemagne où il y avait des collines. Heureusement, il est venu chercher à 30 km à Essenval. J'ai eu de la chance. C'était quoi ce travail dans les fermes, puisque tout est enneigé? Oui, alors,
Ouais. Alors je me suis beaucoup occupée de moutons et des chevaux, enfin les animaux en fait. Et puis on a aidé à réparer des clôtures, renforcer des clôtures pour quand il y a la neige dessus. Les soins aux animaux, les rentrer, les sortir, leur donner à manger, voilà, faire des réparations, ce genre de choses. Parce que oui, les animaux sortent quand même. Même s'il n'y a rien à manger, il faut leur donner à manger, mais Même ils sortent. s'il fait nuit. Oui, oui, oui. Vous, en moyenne, vous avez fait combien de kilomètres par jour? Donc en moyenne 80, mais en tout, mais après c'était en fait plus au début et moins quand j'étais en Norvège. En Norvège c'était plutôt 50 km et puis c'était peut-être un peu plus avant que j'arrive en Norvège, j'avais ce stress d'éventuellement pas y arriver et de devoir y monter vite. Ouais, parce que 80 c'était trop quand même. 80, au début c'était trop parce qu'en fait faut se dire que je n'ai pas d'entraînement. Le maximum que je faisais par jour, moi, c'était 30 km avec un vélo non chargé, et c'était pas tous les jours, et c'était sur du plat. Mais après, c'est comme les gens qui partent marcher, l'entraînement, il se fait au début du voyage. Mais moi, j'ai trop forcé au début, parce que j'ai très mal au genou. Et ah oui, du coup, j'ai oublié de vous dire, cette histoire de chargement derrière mon vélo, c'est que, en fait, mon problème au genou, c'était juste que j'étais trop en avant sur la selle, et j'étais poussée par les affaires derrière. Donc, en fait, il a suffi que je recule la selle, que je mette moins de matériel derrière. Bon, ça c'est les erreurs de début quand on sait ça. Mais je me suis vraiment dit que ça allait, que du coup ça allait pas pouvoir se faire, que j'allais jamais réussir à monter. Ouais. Donc c'est vrai, si vous partez et que vous n'êtes pas trop faire du vélo souvent, faites pas trop de kilomètres au début. Et par rapport à Nathalie, quand vous avez réussi à prendre 4 mois au total, c'était en Pour les 4 mois, oui, comme j'ai pu partir 4 mois, en fait, je suis partie juste après avoir rendu mon travail de bachelor à l'université en biologie. Et en fait, après, je pouvais pas commencer mon master tout de suite, puisque il y avait des problèmes avec les étudiants avec qui je devais le faire, parce que je devais aller à la... Enfin voilà, on m'avait demandé de repousser d'1 an, enfin la rentrée de septembre d'après, donc j'avais du temps libre. Et 4 mois après, c'était une durée, je sais plus comment j'ai choisi 4 mois, mais ça me semblait bien. Et puis voilà, donc j'avais du temps, Oui. Quel est le budget? Ah oui, le budget. C'est vrai que je m'étais dit qu'il fallait que je fasse les calculs. C'était assez cher en matériel. Surtout que comme j'avais un peu peur de geler, des fois j'ai pris des trucs chers. La peur toujours. Hein. Voilà. Donc peut-être de matériel, je dirais quand même, parce que j'avais rien, pas de sacoche, pas de porte-bagages avant, pas de tente, pas de sac de rien. Donc je pense peut-être 2000 €. Mais il y a des choses que j'aurais pu prendre moins cher. Et après, quotidien, c'était juste la nourriture et puis de temps en temps une nuit en auberge à 20 €, quoi. Donc après, on mange peut-être un petit peu plus quand on est sur un vélo, mais de toute façon, on doit manger. C'était pas excessif après. Une fois parti, c'est bon. La Norvège, c'est très cher. Oui, la Norvège, c'est cher. La nourriture, je dirais, pour ceux qui sauraient, c'est un peu plus cher qu'en Suisse. Mais bon, après, j'habite dans la zone, voilà, la nourriture est un peu chère, mais on peut aussi prendre des choses, le poisson en boîte, ça coûte pas très cher. Ça coûte presque moins cher qu'ici, puisqu'il y a énormément de pêche là-bas. Donc, oui, après, c'est sûr qu'on va pas manger, moi, j'ai pas mangé extrêmement varié, mais ça va. Oui, si c'est juste manger. L'hébergement peut être plus cher, sauf si on regarde pour du Airbnb et ce genre de choses. Donc ça sera des tarifs comme en France. Ah oui, l'alcool, bah oui, c'est vrai. L'alcool est très cher, mais si vous en buvez pas, après, quand on voyage à vélo, je sais pas, je trouverais ça bizarre de... C'est juste une bière par-ci par-là, ça va. Vous avez vu d'autres questions? Du coup, on va libérer la salle pour les suivants.